À toi, Tara. Bonjour à tous. Je commence par remercier Yvon Madé pour cette invitation à m'exprimer dans ce groupe de travail. Je ne savais pas que ce groupe existait. Je l'ai appris il y a environ une semaine par Yvon et par Benoît Pertan. Donc voilà, je suis désolé si je commence par quelques généralités qui peuvent peut-être sont évidentes aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors, le plan de mon exposé, mon exposé se divise en 7 parties, hein. Donc, je vais commencer par des généralités. Ensuite, je parlerai un tout petit peu des mesures appliquées actuellement, de la situation actuelle. Et ensuite, je passe au modèle mathématique. Et je parlerai en particulier des notions qui s'appellent le taux de reproduction journalier, qui est à peu près pareil que le taux de reproduction de base. Et puis, je présenterai une dizaine de scénarios que j'ai étudiés avec ce modèle pour l'avenir. Et je conclus avec une stratégie zigzag pour déconfiner, pour sortir du confinement, tout en contrôlant l'épidémie dans les mois à venir. Voilà, donc je commencerai plutôt, dans un premier temps, vraiment par des généralités de base, sans mathématiques, je dirais. Puis petit à petit, je parlerai de maths et à la fin, je reviendrai bien sûr vers la stratégie zigzag et j'essaierai d'expliquer sans beaucoup de mathématiques. Voilà, donc pardon. Je souhaite dans un premier temps dire comparer un tout petit peu ce coronavirus actuel avec les coronavirus qui ont existé auparavant. Hein. La notion de coronavirus, je pense que ça a été, les coronavirus humains, ça remonte à 1967, j'ai cru comprendre pour l'appellation. Alors, il y a eu le SARS-CoV de 2003 en Chine, qui avait un taux de mortalité nettement supérieur à celui d'aujourd'hui, qui était à 10% de mortalité, mais il était modérément transmissible. Je le dirai tout à l'heure pourquoi. Il y avait aussi le MERS-CoV de 2012 en Arabie Saoudite qui était encore nettement plus dangereux puisqu'il était à 30%, il avait un taux de mortalité de 30% par rapport au nombre de personnes infectées. En gros, pratiquement une personne sur 3 décède suite à l'infection. Mais heureusement, il était aussi modérément transmissible. Et puis, j'ai pu comprendre aussi qu'il y avait il y a 5 ou 6 virus identifiés, en tout cas, qu'on appelle les HCOV, et qu'eux circulent beaucoup plus, mais ils sont moins pathogènes. Ils causent des infections pour la partie supérieure du système respiratoire, c'est-à-dire des rhinites ou des laryngites ou des otites, etc. Et assez souvent, leurs évolutions sont bénignes. Maintenant, si je parle du coronavirus SARS-CoV-2 qui cause la pandémie d'aujourd'hui, selon ce que j'ai lu dans la littérature un tout petit peu sur Internet, il semble que la proportion des cas asymptomatiques ou post-symptomatiques, c'est-à-dire avec des symptômes très très légers, varie entre 30 et 60%. Alors, l'exemple de l'étude parmi ces chiffres-là se basent pour certains sur l'exemple du navire que vous connaissez certainement, le navire américain avec pavillon, sous pavillon britannique qui a été confiné par les Japonais au départ de l'épidémie, et les Japonais avaient dépisté tous les passagers. Il y avait entre 3000 et 4000 passagers, je n'ai pas exactement le chiffre exact. Et ça a permis aux scientifiques un tout petit peu de déduire certains indicateurs sur l'épidémie, en particulier le pourcentage des personnes asymptomatiques, le taux de mortalité par infection, etc. Bon, il faut prendre quand même les chiffres avec une certaine précaution, puisque la moyenne d'âge sur ce navire était d'environ 50 ans, je pense. Et puis, on ne connaît pas les antécédents médicaux des passagers. Alors, comme tout le monde le sait, le virus cause une détresse respiratoire grave dans beaucoup de cas. Environ 20% des cas confirmés, ça nécessite une hospitalisation. Environ 5%, ça nécessite une admission en soins intensifs ou en réanimation.
Alors en France, j'ai cru comprendre qu'il y a une distinction entre les unités de soins intensifs et de réanimation, mais cette distinction, paraît-il, disparaît dans le contexte actuel puisque les deux services sont quasiment confondus. Euh, En tout cas, dans la littérature internationale, c'est souvent le mot soins intensifs qu'on rencontre, enfin, issu. Bon, on sait tous que sa dangerosité dépend de l'âge de la personne. Elle pourrait dépendre éventuellement de la souche. On dit qu'il y a deux souches qui circulent actuellement, une souche en Europe et une partie des États-Unis, qui semble être différente de celle qui circule en Chine, mais ça à prendre avec précaution, je ne suis pas certain. Le taux de mortalité, alors il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur les taux de mortalité, mais du coup, il faut savoir duquel on parle. En tout cas, le taux de mortalité, moi, que j'ai trouvé le plus logique à employer, c'est le taux de mortalité par infection, ce qu'on appelle l'IFR. C'est-à-dire, bon, en gros, il est estimé actuellement vers 0,6%. Alors, à 0,6%, peut-être jusqu'à 1,2%, je ne suis pas certain, mais en tout cas, parmi les études qui ont conclu à ce chiffre-là, il y a une étude de Russell et ses co-auteurs qui porte justement sur le navire Diamond Princess. Alors, le virus dispose de certains mécanismes de réplication efficaces, semble-t-il, au niveau biologique. Et en plus, il a des mécanismes pour contrer l'effet d'antiviraux à large spectre, c'est-à-dire que des antiviraux qui fonctionnent en général pour d'autres virus, mais qui pour celui-là semblent être inefficaces, comme le ribavirine par exemple. Alors, le mode de transmission, on le connaît tous, c'est par mes micro-gouttelettes de sécrétion. Je vais parler un tout petit peu de la transmission cette fois-ci, parce que la transmission, en fait, c'est peut-être le point le plus important pour ce coronavirus. Alors, il y a un début de contagiosité avant les symptômes. En général, la personne devient contagieuse quelques jours après l'infection, mais avant l'apparition des symptômes. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'est peut-être ça qui cause la grande difficulté pour contrôler la circulation du virus. Il a une durée de contagiosité relativement longue. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de jours. Hein. Bon, en général, c'est moins, hein. C'est jusqu'à 17 jours, des choses comme ça. Mais il y a quand même des cas exceptionnels où on a détecté le virus encore, une charge virale non négligeable, pratiquement jusqu'à 37e jour, j'ai vu dans certains écrits. Alors, sur le taux de reproduction de base, il semble qu'il est supérieur à 2,3 en temps normal, sans mesure appliquée. Et il y a un intervalle, ça rejoint ce que je disais au départ, c'est qu'il y a un intervalle intergénérationnel qui est assez court. Bon, évidemment, s'il y avait juste le taux de reproduction de base qui était 11, mais avec un intervalle intergénérationnel qui serait long, bon, l'épidémie montrait beaucoup moins vite. C'est la conjugaison des deux qui fait que le virus est hautement transmissible et il circule très rapidement. Alors là, j'ai dressé juste un tout petit peu une moyenne un peu de ce qui se passe quand une personne est infectée. Si on suppose qu'une personne est infectée au ton T égale 0 ici, en général, il devient contagieux ici avant l'apparition du symptôme, en moyenne 4 jours après. C'est une moyenne. Les symptômes en moyenne apparaissent 5 jours après. Et à partir d'un certain moment, si l'état de la personne se dégrade, elle est hospitalisée après un certain délai. Après cette hospitalisation ou éventuellement directement, si les symptômes sont très graves, la personne est placée en réanimation. Et puis, la fin de la contagion générale, la période de fin de contagion est estimée à peu près à 17 jours après le. Pardon, c'est toute la durée de la période ici, c'est environ 17 jours. La guérison en moyenne, ça intervient 22 jours, j'ai cru comprendre, après l'infection, hein, pas après le onset, pas après le début des symptômes. Et puis le décès, ça dépend, mais bon, moi je l'ai estimé par rapport à ce que j'ai lu, par rapport aux données que j'ai étudiées dans le modèle, qui étaient autour de 24 à 25 jours en moyenne après l'infection. Donc ce sont tous ces temps-là qui sont importants, qui, de mon point de vue, sont importants à prendre en compte pour pouvoir un tout petit peu prédire l'épidémie. On ne peut pas faire l'impasse dessus, ça me paraît évident.
bien contagieuse. Donc, on avait le temps un tout petit peu de la détecter. Et puis, les symptômes étaient plus graves, donc ça permettait d'identifier rapidement les cas et de les isoler. Alors que dans le cas de ce coronavirus, beaucoup de gens sont peut-être comment dire, contagieux sans le savoir, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de symptômes ou parce qu'ils ont des symptômes très légers. Et même quand ils ont des symptômes assez, assez graves, bah, peut-être avant l'apparition de ces symptômes, ils étaient déjà contagieux et voilà. Donc, il a une transmissibilité très forte, plus un pouvoir pathogène qui n'est pas négligeable, et c'est la conjugaison du deux qui fait que et puis qu'on ait un nombre de malheureusement. Voilà. Bon, maintenant, je vais peut-être parler un tout petit peu des mesures qui sont pour faire face à l'épidémie, soit une approche médicale ou pharmaceutique ou par médicament, c'est-à-dire la recherche d'un traitement des symptômes de la maladie, voire des antiviraux efficaces pour baisser la charge virale, ou de grâce, c'est trouver un vaccin. C'est peut-être pas avant un an, mais trouver un vaccin pour endiguer l'épidémie, soit à court terme, soit à long terme définitivement. Et puis il y a des approches, ce qui est applicable actuellement, c'est plutôt les approches non pharmaceutiques, c'est-à-dire soit des mesures à l'échelle individuelle, ce que j'ai appelé microscopiques, c'est-à-dire c'est des mesures que chacun parmi nous applique pour faire face, pour se protéger et protéger les autres, ou alors les mesures à l'échelle. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait donc les approches actuelles, les plus, je dirais, les plus rapides à appliquer sont les approches non pharmaceutiques. Donc, soit les mesures à l'échelle individuelle que chacun parmi nous applique pour contrer l'épidémie, protéger les autres et se protéger soi-même, ou les interventions de l'État et des autorités sanitaires pour briser la circulation, la transmission du virus. Alors, si on arrive maintenant au confinement strict, bah, le confinement strict, c'est une mesure drastique qui a été nécessaire, qui me paraît, de mon point de vue en tout cas, elle a été nécessaire. Il a été adopté de très nombreux pays, mais il a été efficace pour faire fléchir l'épidémie, mais on sait tous qu'il a un coût économique, un coût éducatif, un coût social, un coût sanitaire. Hein. Il y a des problèmes de santé mentale qui sont causés par le confinement, aussi des problèmes de santé de personnes qui sont déjà malades, qui étaient déjà malades auparavant et qui ont etc. D'accord. Donc le confinement strict, c'est une solution qui est évidemment pas destinée à durer indéfiniment. Elle ne peut pas être appliquée toute seule. D'accord. La question du déconfinement se pose. Il reste maintenant à définir comment, comme évidemment, on en parle beaucoup en ce moment. Alors, aujourd'hui, bon, j'ai oublié de changer la date ici, c'est plutôt le 11 mai, parce que ce chiffre-là correspond plutôt au 11 mai, donc on est à peu près à peu près de 300 000 morts dans le monde, plusieurs millions de personnes confirmées, confirmées, sachant que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes infectées. L'épidémie est à peu près maîtrisée dans certains pays de l'Asie, hein, comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour et Taïwan. Mais ces pays-là ont tiré un peu les leçons de l'épidémie envisageable aujourd'hui, après cette période de confinement en France, et je pense que c'est un peu les mêmes scénarios qui se présenteront dans d'autres pays. Ben, on est face à plusieurs possibilités. Soit d'abord une évolution contrôlée de l'épidémie, c'est-à-dire des résurgences, des rebonds de l'épidémie, mais à chaque fois l'État intervient par des mesures et fait baisser enfin, et résorber l'épidémie, puis ça repart un peu de temps après, etc. Soit c'est une disparition rapide après ce pic de départ, et ça, je pense que c'est peu probable. Ça pourrait se transformer en une circulation saisonnière ou cyclique de l'épidémie, un peu comme ce qui se passe pour certains coronavirus. Donc ça, indépendamment des interventions. Ou alors on évolue vers une immunité de groupe et puis une disparition après.
au moins à court terme. Et puis, un scénario peut-être qui, j'espère, n'arrivera pas, c'est une mutation favorable ou défavorable du virus, c'est-à-dire favorable dans le sens où ça pourrait conduire à sa disparition, défavorable s'il devient beaucoup plus dangereux. Alors, quels sont les facteurs importants un peu pour, enfin, qui vont être déterminants un peu pour ces scénarios-là? D'abord, la variation saisonnière de la transmission. Est-ce qu'il y a des variations enfin, avec la température, etc. Je ne vous cache pas que la température ne semble pas agir beaucoup dessus, mais pas de, je ne sais pas. Il y a bien sûr la durée de l'immunité, c'est encore non précisé. Alors, par exemple, pour le SARS-CoV de 2003, l'immunité semble durer entre 1 an et 2 ans. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a aussi le rôle de l'immunité croisée, c'est-à-dire certains coronavirus, par exemple les HCoV, qui circulent beaucoup plus. Et évidemment, quand une personne est infectée par ces coronavirus-là, son organisme génère des anticorps, et ces anticorps pourraient peut-être jouer un rôle contre le coronavirus actuel, alors qu'elle n'était, enfin, à l'origine, n'était pas destinée à ce coronavirus. Et les médecins appellent ça l'immunité croisée. Il y a bien sûr la mutation du virus qui pourrait jouer un rôle important aussi dans ces scénarios d'avenir. Et puis, si on découvre des antiviraux, par exemple, même s'ils ne sont pas complètement efficaces, ils pourraient baisser la charge virale des gens infectés et donc baisser la transmission. Et puis, le Graal, c'est la découverte d'un vaccin. Mais pour l'instant, tous ces points-là sont évidemment pas précis, enfin, sont encore incertains. Et la seule possibilité pour nous actuellement, c'est plutôt les mesures prises et les stratégies adoptées pour contrôler la suite de l'épidémie. Voilà. Donc, c'est surtout la nature et l'intensité de ces mesures-là qui va peut-être être déterminante, au moins à court terme, pour la suite de l'épidémie. Alors, je passe à la transparence suivante. Voilà. Alors, les stratégies de déconfinement, moi, je les ai classifiées personnellement en deux parties, deux buts, je dirais. Le premier but, c'est de vouloir minimiser le nombre total de décès à la sortie de l'épidémie. Et le second but, c'est d'éviter de saturer les hôpitaux, parce qu'on parle beaucoup de la saturation des services de soins intensifs. C'est pas du tout, ces deux buts ne sont pas tout à fait la même chose, parce que comment dire, si on souhaite éviter de saturer les services de soins intensifs ou les services de réanimation, on pourrait étaler l'épidémie sur un long terme, mais in fine, à la fin, le bilan en nombre de décès sera élevé quand même et sera le même que si on l'avait laissé courir à court terme. Donc, ne pas saturer les services de réanimation, ça ne veut pas dire obtenir un nombre total de décès à la fin qui est acceptable. Enfin, acceptable, non, c'est jamais acceptable, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas admettre, par exemple, que l'épidémie va conduire au décès d'un certain nombre de personnes et qu'il suffit juste d'étaler ça sur le temps. À mon avis, de mon point de vue, c'est une mauvaise stratégie. Par contre, la première, qui consiste à minimiser le nombre total de décès, elle conduit automatiquement à la réalisation de la deuxième. C'est-à-dire que si une stratégie vise à minimiser le nombre de décès, alors automatiquement on évitera une saturation des services de soins intensifs. Et ça, je donnerai une petite raison mathématique après, par une petite égalité mathématique, en tout cas dans le modèle, et on voit ça directement. Donc, autrement dit, les stratégies qui cherchent à parvenir à une immunité de groupe, pour moi, répondent uniquement à la question 2, au but B, elles ne répondent pas au but A, c'est-à-dire elles conduiront à long terme à un nombre élevé de décès. Donc, les stratégies d'immunité grégaire. Alors, juste une précision, bien sûr, un troisième but que je n'ai pas cité ici, c'est de donner le temps à la médecine pour découvrir des traitements et des vaccins. Ça, évidemment, c'est aussi un but très important, mais je n'en ai pas parlé ici. Alors, Yvon, je peux passer. Alors, maintenant, j'arrive à mon modèle mathématique. Donc, voilà. Bon, on peut passer directement peut-être au transparent d'après, Yvon. Voilà, donc ce que je souhaitais un petit peu au regard de l'urgence, c'est de faire un modèle mathématique uniquement temporel, parce que le temps me paraissait comme le paramètre le plus important avec cette épidémie.
Peut-être pas structuré en âge et en espace au début, parce que, en tout cas pour l'infection, pour l'infection, je ne sais pas si l'infection dépend de l'âge. Je ne parle pas de la mortalité, je parle du caractère pathogène du virus, mais plutôt de la transmission. Est-ce que la transmission dépend de l'âge ou pas? Par exemple, pour les HCOV, elles semblent être uniformes en fonction de l'âge et indépendantes de l'âge. Alors, et puis, je voudrais faire un modèle plutôt macroscopique plutôt que microscopique pour des raisons qui viennent par la suite et qui tient compte et qui soit réaliste, hein, qui tient compte notamment des données qui sont communiquées actuellement. Et de mon point de vue, les données qui sont communiquées actuellement, les plus fiables sont d'abord les chiffres de réanimation, en tout cas en France, et les chiffres de mortalité. Les autres, c'est un peu plus. Enfin, tout le monde voit que, par exemple, le nombre de personnes infectées, ça dépend de la politique du test, dépistage pratiqué. On a pratiqué pendant un moment une politique de dépistage des personnes fortement symptomatiques, c'est-à-dire qui doivent se présenter à l'hôpital. Évidemment, ce n'est pas le nombre total de personnes infectées. Et aussi, je souhaitais un modèle qui soit peu consommateur en données. C'est-à-dire que s'il faut une collecte de données qui dure un mois ou 2 mois, c'est une très très grosse collecte de données, c'est handicapant un tout petit peu pour agir. Et aussi en temps de calcul, évidemment. Il faudrait aussi qu'il tourne en temps réel, pas au bout d'un mois de calcul, parce que j'ai vu par exemple que certains codes de calcul épidémiques tournent en un mois. Enfin, l'article avance un mois. Et puis aussi un modèle qui soit flexible, c'est-à-dire on peut y intégrer de nouvelles données. Par exemple, là, le nombre de dépistages est en train d'augmenter considérablement, donc on pourrait peut-être passer à utiliser les données sur les infections et utiliser immédiatement. Voilà. Donc, il faudrait se focaliser sur les aspects importants de l'épidémie. Voilà. Donc, pour le modèle, c'est un modèle discret, à jour par jour, parce que les données sont communiquées jour par jour. Donc, j'ai appelé c'est pas un modèle compartimental exactement comme ceux qui sont comme CIR et les modèles structurés en âge, etc. C'est un modèle, enfin, on va voir comment il est. En tout cas, j'ai appelé SN le nombre de personnes susceptibles ou saines dans la population jusqu'au 1e jour, à la fin du 1e jour. Et N, c'est le nombre de personnes infectées à l'issue de ces 1 jour, un premier jour. Donc, infectées, qu'ils soient rétablis ou non, hein, d'accord, toute personne qui a contracté le virus. D1, c'est le nombre total de décès. Mais comme en France, on a des chiffres sur les décès à l'hôpital qui ont été communiqués dès le départ de manière un peu précise. Et ensuite, on a rajouté les chiffres sur les décès en dehors de l'hôpital, notamment dans les structures de type EHPAD, etc. J'ai plus basé les choses sur les décès à l'hôpital, mais le modèle reste vrai si on reste utilisable en tout cas si on utilise le nombre total de décès. R1, c'est le nombre de personnes rétablies. A1, le nombre de personnes qui ont séjourné en réanimation durant les 1 premiers jours, c'est-à-dire toute personne qui est passée par la réanimation, qu'elle soit sortie ou pas de la réanimation, est intégrée dans ce chiffre A1, hein, d'accord? Parce que je pense que c'est important quand même de faire une prédiction sur le nombre de places occupées en réanimation, parce que c'est visiblement une stratégie en question, c'est un paramètre très important. Et A étoile N, donc je mets une étoile dessus, pour le nombre de places occupées en réanimation, ou en soins intensifs, à la fin du 1e jour. Ce n'est pas les personnes qui sont admises le 1e jour. Si je prends le 1e jour, combien de personnes sont en réanimation? Ce chiffre-là est communiqué tous les jours par Santé publique France. Alors, et après, j'ai appelé petit i1, petit d1, petit a1, les différences entre les grands a1, enfin les grands in et dn, c'est-à-dire les quantités journalières. Par exemple, petit in, c'est le nombre d'infections le 1e jour. D1, c'est le nombre de décès. Le petit dn, c'est le nombre de décès le 1e jour, etc. Alors, je ne vais peut-être pas vous éviter un tout petit peu une longue justification des modèles, mais il y a 2 versions. Il y a une version infection, une version mortalité. Alors, dans la version infection ici, en fait, c'est le nombre de personnes infectées le 1e jour et se calcule de la manière suivante. Donc, il y a un coefficient C1, je reviendrai dessus. Il y a 1 moins
ça, c'est la proportion de personnes saines dans la population avec petit IN-1. Enfin, IN ici, c'est le nombre total de personnes qui ont été infectées dans le passé. Donc ça, on peut dire que c'est le taux de personnes saines dans la population. Et puis, il y a cette somme-là, qui est une somme qui comporte exactement L termes. L, c'est la longueur de la période de contagiosité, d'accord? C'est-à-dire la période durant laquelle, la longueur maximale, hein, je n'ai pas pris la moyenne, j'ai pris 17 jours par exemple, on peut prendre 17 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui est infectée le 1e jour, elle est infectée par qui? Elle est infectée par une personne qui a été infectée, par exemple, dans les 20 derniers jours, d'accord? Et ça, avec une probabilité de transmission qui dépend du jour en question. Donc, ces probabilités de transmission, ce n'est pas exactement ces lambda-K, mais enfin, ces lambda-K, c'est les probabilités de transmission, mais normalisées. J'ai normalisé par la somme. Donc, en fait, les lambda-K sont de somme égale à 1, d'accord? Mais ils sont proportionnels ensemble aux probabilités de transmission. Alors, c'est un modèle déterministe. Les lambda-K ici, juste une petite précision, les lambda-K ici sont bien évidemment indépendants de n. D'accord? Ils sont indépendants de n. Et il reste ici le Cn, ce coefficient Cn. Alors, dans la modélisation, en fait, il joue exactement le rôle des taux de reproduction de base, sauf qu'ici, c'est un taux de reproduction que j'ai appelé journalier. Alors, même ça, en fait, la justification du modèle dans le papier, Cn, en fait, il apparaît qu'il est proportionnel aussi qu'il est proportionnel au produit de la probabilité, enfin, d'une probabilité moyenne de transmission fois un nombre moyen de contacts par jour fois la longueur de la période multipliée par la longueur de la période de contagiosité. Alors évidemment, ici, c'est un modèle qui est un peu sans mémoire, puisque ici, surtout en début d'infection, ce terme-là est plutôt petit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'automatiquement, les personnes qui ont été infectées il y a 2 mois ou 3 mois, etc., n'interviennent pas directement dans cette formule pour calculer IN. Ils interviendront dans les infections qu'ils ont causées auparavant, mais pas directement ici. Donc ce CN, c'est ce que j'ai appelé le taux de reproduction journalier, je reviendrai dessus. C'est un taux extrêmement important. Et puis, il y a ce petit M ici qui apparaît là. Le petit M, c'est parce que, en fait, quand une personne est infectée, elle n'est pas tout de suite contagieuse. Elle devient contagieuse au bout de M jours. Bon, en moyenne, c'est 4 jours, je crois, à une période latente de 4 jours, mais on a observé que certaines personnes deviennent contagieuses au bout de 2 jours, par exemple. Donc, j'ai pris le M minimal, le plus petit possible, hein, c'est-à-dire, dans les applications, enfin, dans les simulations, j'ai pris M égale 2, je crois. Voilà. Alors, on peut adimensionner je pense que c'est important un petit peu d'adimensionner le modèle, en tout cas en termes d'infection, en prenant directement plutôt le taux d'infection de la population au lieu de prendre le nombre total de personnes infectées. Et en fait, il s'écrit directement comme un modèle parce que là, il n'y a plus de P, la taille de la population n'apparaît plus. Là, ça devient directement un modèle uniquement sur les taux d'infection dans la population. Alors, j'étais très particulièrement étonné de constater, enfin, je ne sais pas si c'est effectivement, qu'il n'y a pas de dépistage aléatoire au sein de la population, c'est-à-dire de faire un petit peu des dépistages comme les sondages, en prenant un certain nombre de personnes représentatives, enfin un échantillon représentatif mais aléatoire de la population, et puis faire des sondages dessus, enfin faire un dépistage systématique, au moins pour déterminer le taux d'infection dans la population, que ce soit au niveau national ou au niveau local. J'ai vu par exemple que la Suède le fait autour de Stockholm. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de pays qui le font maintenant, mais en tout cas au début quand j'étais en train de travailler dessus, j'étais un peu étonné que c'est pas fait. Ça ne nécessite pas un très grand nombre de tests, mais par contre, ça fournit une information. Alors, excuse-moi de te couper, on a eu un exposé de Jocelyn Garnier qui a été le porteur justement de cette idée et je crois qu'il a réussi à mettre ça en place, au moins au niveau de l'Île-de-France. Ah, c'est super, parce que justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que en discutant avec mon collègue Laurent Dumas, il m'a fait remarquer que Jocelyn Garnier, on avait parlé, j'ai dit, bah, parce que j'ai pas assisté au séminaire en fait auparavant, donc désolé. Mais c'est évidemment une très très bonne idée. Mais j'ai vu qu'à Stockholm, il faudrait que je revienne un peu sur le site suédois, mais je crois qu'il y a déjà des résultats, des données qui sont disponibles. C'est intéressant.
En tout cas, donc si, c'est ce qui bloque un petit peu l'utilisation de ce modèle quand on n'a pas de taux d'infection fiable. D'accord? Alors, Yvonne, tu peux. Alors, du coup, moi, j'ai préféré, enfin, au départ, c'était plutôt, enfin, j'ai préféré plutôt travailler avec la mortalité que de travailler avec l'infection, parce que les chiffres de mortalité, notamment de mortalité à l'hôpital, sont plus fiables que les chiffres sur les infections. Alors, je suis parti d'une hypothèse de base, un peu, qui était peut-être l'hypothèse principale ici, c'est je supposais qu'une fois que l'épidémie est lancée, hein, au bout d'un certain moment, le nombre total cumulé de décès est proportionnel au nombre total d'infections avec un retard de R jours. Alors, R, c'est le délai moyen entre l'infection et le décès. D'accord? Et alpha, ça va être le taux d'infection, le IFR, enfin, le taux d'infection par, le taux de fatalité par infection, enfin le taux de mortalité par infection, pardon, ou le taux de mortalité à l'hôpital par infection. Voilà. Et donc, ça conduit, en fait, on remplace un petit peu dans le modèle précédent, ça nous conduit à un modèle convolutif pareil, mais qui est cette fois-ci sur le nombre de décès quotidiens ici, par jour. Exactement pareil, les mêmes coefficients, sauf qu'ici, il y a le alpha qui apparaît, mais c'est normal, ça vient de là. Mais dans les premières phases de l'épidémie, même quand elle est un peu lancée, ce terme-là, on peut considérer qu'il est un peu petit. Donc, on peut linéariser le modèle si on souhaite, mais bon, je travaille plutôt avec celui-ci, mais on peut linéariser. La seule différence un petit peu par rapport au modèle, comment dire, au modèle infection-infection, c'est que le taux de reproduction journalier qui apparaît sur la mortalité ici, bien sûr, apparaît avec un retard de R jours. D'accord? Pourquoi? Parce que, enfin, on le voit directement mathématiquement quand on remplace. Bon, cela dit, c'est un modèle qui reste un peu sensible au taux de mortalité, à l'IFR. Pourquoi? Parce que ce terme-là, tant que l'épidémie n'a pas pris vraiment une très grande ampleur, il reste quand même peu influent sur cette somme. Et donc, malgré les variations de l'IFR, le modèle est un peu robuste par rapport à ça. Je ne nécessite pas il n'est pas fortement dépendant de. Je veux dire, si je multiplie alpha par 2, la prévision ici ne sera pas multipliée par 2. Pour une raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, je déduis la mortalité à partir de la mortalité. Les chiffres de mortalité sont déduits à partir des chiffres de la mortalité. Alors, maintenant, si je passe aux besoins en réanimation, alors, les besoins en réanimation, j'ai supposé pareil que le nombre de personnes qui sont passées par un service de réanimation, pas celles qui sont au service de réanimation, mais qui sont passées dans les 1 premiers jours, est proportionnel au nombre de personnes infectées, mais avec un retard de T jours. T jours, c'est le délai entre l'infection, enfin le délai moyen entre infection et admission en réanimation. D'accord? Il y a un délai quand une personne est infectée, il faut un délai en moyenne un délai pour passer en service de réanimation. Et c'est ce délai-là que j'ai appelé T. Et bêta, c'est un coefficient de proportionnalité. Mais en pratique, ce qui est communiqué quotidiennement, ce n'est pas ce AN. Ce qui est communiqué quotidiennement, c'est le nombre de places occupées en réanimation. Et ça, il faut que j'aille un peu plus vite. Et ça, c'est en fait, bon, le calcul, pourquoi enfin, on fait, ça, c'est le nombre de personnes admises le N jour. Ben, il faut enlever ceux qui ont quitté les services de réanimation, AN moins P. P, c'est la durée moyenne passée en service de réanimation. Et alors, ça nous donne une relation, par un petit calcul mathématique pas très facile. Ça nous donne un étoile N égale, en fait, je laisse tomber l'infection, puisque je vais travailler en mortalité et en réanimation, je passe par cette relation-là, mais comme j'ai déjà une relation entre l'infection et la mortalité dans la page d'avant, ben, je déduis cette relation-là et je vois bien que en fait, le nombre de places occupées en réanimation est proportionnel à cette différence entre le total des décès à l'hôpital à ce jour-là et ce jour-là avec des retards. Et là, on voit bien ce que je disais tout à l'heure sur les stratégies qui consistent à baisser Si on essaye de minimiser la mortalité, en gros, ça, c'est une somme de série, hein, c'est la somme une somme partielle de série, c'est-à-dire la somme des nombres de décès journaliers. Cette différence-là, si on stabilise chacun des deux, elle tendra vers zéro. D'accord? Enfin, automatiquement, si on contrôle la mortalité, on contrôlera la réanimation. Par contre, on peut très bien avoir les chiffres de réanimation, enfin, le A étoile N qui tend vers zéro ou qui baisse, sans pour autant que la mortalité
enfin, le cumul total, le nombre total de décès soit bas. Et ça, bah, c'est un peu comme on fait en mathématiques, c'est qu'on peut avoir une série qui diverge avec, comment dire, avec un 1 sur n, enfin, avec un terme général qui tombe vers 0. Alors, Yvan, tu peux passer si tu veux. Voilà. Bon, pour le nombre de personnes rétablies, ben, pareil, on enlève un peu les décès au nombre de personnes infectées et on obtient cette relation-là. Et puis pour le nombre d'individus sains, ben, on utilise l'identité. Alors, j'ai pas utilisé la variable, j'ai pas intégré la mortalité toute cause et la fécondité, etc. Mais ça s'intègre très très facilement dans le modèle. Je l'ai écrit d'ailleurs dans le papier. C'est bon, Yvan, je peux. Alors, maintenant, il faut calibrer tous ces éléments-là. Il faut calibrer tous les paramètres. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris m égale 2. La durée de contagion, j'ai pris 17. Le délai moyen de mortalité, 25. Le délai moyen avant le passage en admission, 17. La durée moyenne de séjour en soins intensifs, 17 également. Et la durée moyenne pour la guérison, c'est 22. Et le taux d'infection, je l'ai pris j'ai testé entre 0,5 et 1,5%, on verra plus tard. Alors, ce n'est pas moi qui les ai fixés, j'ai lu un petit peu de ce qui se faisait dans la littérature médicale pour trouver ces paramètres-là, et je les ai confirmés par rapport aux données françaises, enfin, en observant de près les données françaises. Donc, ce n'est pas un choix personnel, c'est vraiment, enfin, je cite là d'ailleurs les articles qui sont cités dans le préprint. Alors, tout à l'heure, sur la relation que j'avais déduite sur la réanimation, bon, cette relation-là relie deux quantités mesurables. Hein. Toutes les deux sont communiquées tous les jours, c'est-à-dire le nombre de chiffres sur la réanimation et le nombre total de décès. Alors, on peut la vérifier, est-ce qu'elle est à peu près fiable? Là, j'ai visualisé ce rapport-là sur une certaine période et on voit qu'il est, vous voyez, il est un peu constant. Donc, l'hypothèse, enfin, la relation est plutôt fiable. Est plutôt fiable. Hein, donc, je peux déduire le nombre de personnes réanimées, enfin, une estimation du nombre de personnes en réanimation à partir des chiffres de mortalité en utilisant cette relation, ce rapport-là, en supposant que ce rapport-là, c'est à peu près 0,84. Alors, c'est bon. Alors, maintenant, comment calibrer les autres éléments? Alors, les probabilités de transmission, moi, je ne les ai pas fixées. Enfin, les coefficients de transmission, ça dépend évidemment de l'évolution de la charge virale. Alors, pour ça, j'ai pris les chiffres de mortalité, j'ai fait un moindre carré dessus. D'accord. Et si je n'ai pas mis le coefficient C1, mais on peut le mettre, c'est juste ici dans l'exposé que je ne l'ai pas mis, mais numériquement, je l'ai mis. Et on fait un moindre carré avec la contrainte qui sont tous positifs. Et de somme égale à 1. Hein. J'ai oublié de la mettre ici, mais il faut que la somme. Non, pardon, il n'y a pas de somme parce que j'ai intégré le C1 dedans. Alors, j'ai fait cette méthode de moindre carré sur une période où il n'y a pas beaucoup de variations d'intervention pour avoir un petit peu un taux de reproduction journalier presque constant. Hein, j'ai besoin de ça. Et je voulais aussi éviter les profils de charge virale qui sont anormaux, par exemple, très croissants. Il y a plus de charge virale à la fin de la période de contagion qu'au départ. Ça, c'est pas plausible. Donc, j'ai rajouté une petite contrainte de convexité, je dirais, ici, pour avoir des profils de charge virale qui sont conformes un peu à la réalité. Alors, c'est un problème de programmation. C'est pas grave. C'est un problème d'optimisation convexe. Il n'y a aucun souci. Tout est convexe dedans. Hein. Les contraintes sont linéaires. Ici, c'est une fonction quadratique. La matrice en question, c'est une matrice semi-définie positive. Bon, moi, je l'ai perturbé un tout petit peu. J'ai rajouté epsilon fois l'identité numériquement pour la rendre définie positive. Mais plus tard, je utiliserai le problème mathématique il faudrait que je regarde un petit peu. Je pense qu'on sait faire ça, il n'y a pas de problème. J'ai utilisé, pour aller vite, j'ai utilisé une fonction de Scilab qui résout ça directement. Alors, j'ai calculé ces coefficients-là pour plusieurs pays. Bon, je n'ai pas mis tous les pays ici, mais par exemple, on voit bien que pour la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, et ici l'Algérie, sont tous pratiquement les mêmes. Alors ça me confortait. Enfin, c'est pas pratiquement les mêmes, ce sont très souvent les mêmes. Même, c'est étonnant, hein, c'est vérifiable par n'importe qui. J'ai mis ici la période sur laquelle j'ai calibré, la période de calibration. Il y a juste un peu l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni qui est un peu différent. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas mis, j'ai peut-être oublié de mettre la Corée du Sud qui avait des coefficients différents aussi. La Corée du Sud a vraiment des coefficients complètement différents des autres. Et ça, je pense que c'est à cause de la politique pratiquée par la Corée du Sud. Voilà, maintenant je vais parler des taux de reproduction journalier, très important.
Donc, si je reviens sur les formules d'avant, je peux le calculer de deux manières. Soit je le calcule à partir des chiffres de mortalité en faisant ce rapport-là, si les chiffres de mortalité sont fiables, ou de mortalité à l'hôpital, d'accord, ici. Ou je peux aussi, si j'avais les taux d'infection, justement, dont on parlait tout à l'heure, s'il y avait des sondages, c'est ce que je disais par rapport au sondage, enfin, au test par sondage que préconisait Jocelyn Garnier, on peut le calculer comme ça directement. La différence entre les deux, c'est qu'ici, il n'y a pas enfin, avec les chiffres de mortalité, je le calcule avec un retard de R jours. Mais alors, si on avait un taux d'infection qui était fiable, on le calcule du jour le jour. C'est-à-dire, ça serait vraiment comme un thermomètre quotidien de la situation. D'accord. Alors, c'est pareil ici. En fait, bon, je n'ai pas démontré mathématiquement, ça ne devrait pas être. Mais si le C1 est maintenu inférieur à 1, l'épidémie se résorbe. Et s'il est maintenu supérieur à 1, elle s'amplifie. D'accord. Après, s'il varie entre des valeurs inférieures à 1 et supérieures à 1, on verra. Alors, je l'ai calculé pour plusieurs pays ici. Hein, je l'ai calculé à partir des données et des données de mortalité. La France est en bleu ici, hein, en bleu clair. Ça, en bleu différent, c'est l'Italie. En rouge, c'est l'Espagne. En vert, c'est l'Algérie. Et en noir, c'est l'Allemagne. Et on voit bien que tout le monde, au bout d'un moment, par exemple, on peut dater ça, hein, pour la France, c'est à peu près par là, vers le 17 mars, justement, vers le confinement. On voit que l'Espagne a confiné avant la France, l'Italie. D'accord. L'Allemagne a une politique un peu différente, donc ça rejoint tout le monde ici, mais au bout d'un moment. Alors, j'ai tracé un peu deux lignes ici. On verra tout à l'heure à quoi ça sert, mais on voit bien que tout le monde est passé sous la barre de 1. J'ai mis pour la Chine. Alors, pour la Chine, il est considérablement plus bas. Enfin, c'est sur une autre période parce que la Chine, l'épidémie a commencé avant tout le monde. Et il est vraiment beaucoup plus bas que la France, etc. Ce qui laisse penser qu'ils ont pratiqué une politique de confinement bien plus stricte qu'en Europe. Et ça, c'est pour la Corée du Sud qui n'a pas fait de confinement total, qui a confiné parfois qui a confiné dans certains endroits, mais qui a pratiqué surtout une politique de dépistage et de de tracing massif de la population par les téléphones et les cartes bleues, etc. Et donc, qui a réussi plus ou moins, pareil, à passer en dessous de 1, mais avec une politique différente. Alors maintenant, avec ce modèle, je vais vous montrer quelques résultats de simulation dans plusieurs scénarios. Alors, le premier scénario, c'est si on n'avait pas tout simplement si on n'avait pas pratiqué le confinement. Le deuxième scénario, le scénario 0, c'est si la décision d'appliquer le confinement n'a pas été prise. Le premier scénario, c'est la poursuite des confinements. Qu'est-ce qui se passe si on laisse le confinement durer très longtemps? Je parle des confinements stricts. Hein. Les scénarios 2 et 3, c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est le déconfinement modéré, qu'il soit soudain, c'est-à-dire du jour au lendemain, au progressif sur un mois et ensuite arriver à un certain stade. Voilà, ensuite, le scénario 4 et 5 sont des scénarios de déconfinement périodique. Je vais expliquer. C'est confiner une période et déconfiner une autre, confiner une période, déconfiner une autre. Voilà. Et les scénarios de 6 à 10 sont des confinements que j'ai appelés à semaine programmée. Alors, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ces simulations-là, j'ai gardé autant que possible les données réelles, d'accord, jusqu'à une certaine date. Je prends systématiquement le taux de mortalité qui est un peu le plus plausible, soit 0,6%, soit 1,2%, ça dépend, mais on verra que ça n'influence pas beaucoup, ça dépend de quel scénario. Et alors, pour le scénario 0, justement, il faut que j'impose un taux pour le futur, il faut que j'impose à partir des données réelles, il faut que j'impose un taux de confinement, enfin un taux de reproduction. Et ce taux de reproduction, je l'ai imposé à 1,3 pour les périodes, enfin si on avait laissé courir l'épidémie sans confinement. Le 1,3, ce n'est pas la situation où on ne faisait rien. Le 1,3, c'est un peu la situation intermédiaire c'est quand on a commencé à fermer les établissements, etc. C'est-à-dire la semaine précédant le confinement en France, la moyenne était de 1,4. La semaine précédant le confinement. Donc le 1,3, c'est un petit peu plus fort comme mesure que le 1,4. Donc c'est pas une situation. Le scénario 0 ici, c'est pas en l'absence d'intervention. C'est quand même un certain nombre d'interventions qui ne sont pas suffisantes. Par exemple, je pense jusqu'à la fermeture des écoles, etc. On ne prend pas en compte la fermeture des écoles
l'interdiction des rassemblements, des petits rassemblements, etc. Donc, on voit ici que, bon, peut-être, Yvon, pour aller un peu vite, on peut peut-être passer à la courbe d'après, c'est mieux. Donc, on voit très bien, c'est selon le alpha, que l'épidémie aurait conduit à un très grand nombre de décès. Par exemple, ici, c'est 170 000 à long terme. On s'approche de ce chiffre à la fin de l'été. Et si le taux de mortalité était de 1,2, bah, ça serait plutôt près de 350 000 décès. Donc, voilà. On aurait atteint un pic de décès pratiquement de 2000, entre 2000 et 3500 décès vers la mi-juin. Vas-y, Yvon. Et le pic de l'épidémie serait aussi vers la mi-juin, par là. D'accord. Pardon, ça, c'est le taux d'occupation. On aurait atteint il aurait fallu vers la mi-juin 30 000 places. 30 000 places en service de réanimation au minimum. Hein. On aurait dépassé, enfin, de toute façon, ça, c'est des données réelles. Ici, on a dépassé directement les capacités à la mi-avril, des capacités de 5 000. Hein. La France a augmenté depuis ses capacités, mais en tout cas, ce qui était en temps normal, c'était 5 000 places. Donc, c'est un scénario complètement catastrophique. Hein. Alors, à long terme, il y aurait 30 millions, enfin 29 millions de personnes infectées selon ce modèle. 29 millions de personnes qui seraient infectées en France de ce modèle. Vas-y, Yvon. Après le premier scénario, maintenant, si on poursuit le confinement, c'est-à-dire si le confinement est poursuivi, donc j'ai pris comme une valeur de taux de reproduction journalier égale à la moyenne observée pendant le confinement en France. J'ai observé la moyenne qui était 0,83. Donc, j'impose ce 0,83 sur une longue période et j'ai utilisé des données réelles jusqu'au 30 avril. Donc, après le 30 avril, c'est des simulations qui ont été faites le 30 avril. Voilà. On peut peut-être passer directement aux courbes également. Yvon, alors là, par contre, on voit que, ça, c'est les deux taux de mortalité. Le nombre de décès à l'hôpital, hein, c'est le nombre de décès à l'hôpital aurait stabilisé autour de 22 500. C'est le nombre de décès à l'hôpital ici. Hein. Pareil pour le nombre, enfin, c'est en fait, on est à peu près, on est là à peu près, donc le nombre de décès continuera de croître et le nombre de places au service de réanimation, c'est pareil, etc. Donc, autrement dit, je pense, de mon point de vue, que c'était naturel un peu de penser au déconfinement, qu'il fallait réfléchir, enfin, commencer à sortir des confinements dès à présent, mais comment? Ouais. Alors, on peut passer peut-être au scénario 2 et 3 directement. Alors maintenant, j'arrive au... non, oui. J'arrive à deux scénarios qui sont ceux qui sont en train de se produire actuellement, c'est-à-dire le scénario d'un déconfinement modéré. Alors, quand je dis modéré, c'est à peine déconfiné, c'est-à-dire déconfiné, mais avec des mesures de distanciation physique entre les gens, de port de masque, etc. Et pas n'importe quoi. Peut-être sans ouverture des écoles. Alors, j'ai imposé 1,2 comme période, comme valeur de C1 pendant les périodes de déconfinées, mais je pense que c'est vraiment la partie, je le dirai plus tard, je pense que c'est vraiment ce qui me paraît plausible par rapport à la réalité. Alors, soit on fait un déconfinement direct du jour au lendemain, c'est-à-dire par exemple du 11 au 12, ce qui s'est produit, ou alors on l'étale sur un mois, du 11 jusqu'au 15 juin, et on allège encore au 15 juin. Alors, toujours avec des données réelles, et on voit très bien que ça soit étalé ou pas étalé, c'est un rebond de l'épidémie. D'accord. Le nombre de décès va augmenter. Ici, c'est jusqu'à mars 2021. D'accord. C'est jusqu'à mars 2021. On approche des 100 000 décès en mars 2021. Vas-y, Yvon. Et on aura un pic de l'épidémie. Bon, ici, c'est en termes de nombre de décès, mais on le verra un peu plus tard, pareil, au nombre de cas actifs. Plutôt vers l'automne hiver prochain. D'accord. Et les services de réanimation seront débordés à partir de l'été, enfin, surtout en automne, ou éventuellement au début d'hiver prochain, c'est-à-dire en plein épidémie de la grippe saisonnière. Donc, en fait, pour moi, un déconfinement progressif comme ça, c'est un déconfinement qui conduirait à un rebond de l'épidémie en hiver, au plus tard. Alors maintenant, je passe à deux autres scénarios. Si on fait des scénarios c'est scénario 4 ou 5, cette fois-ci, on confine de façon progressive, de façon périodique. On choisit une période de temps, par exemple une semaine,
Sur une semaine, il y a le confinement. Sur la semaine d'après, il y a des confinements. Sur le semaine, et ainsi de suite, de manière périodique. Ou alors, on confine un jour sur deux. Ou on confine 2 jours sur 4. On confine 3 jours sur 6, etc. Alors, pendant les périodes de déconfinement, j'ai mis soit 1,15, qui me paraissait vraiment très bas, et 1,35, ben 1,15 si les écoles sont fermées, etc. Enfin, je montrerai tout à l'heure dans quelle situation c'est, mais et 1,35 si c'est un peu relâché, c'est un déconfinement un peu relâché, c'est-à-dire, par exemple, là, je pense qu'avec les écoles ouvertes, et j'ai imposé 0,6%, toujours comme taux de mortalité. Alors, dans la période de confinement, j'ai mis 0,83, les périodes de confinement, parce que c'est la valeur moyenne observée en France, en Italie, en Espagne. C'est pratiquement la même valeur que j'ai observée dans les 3 pays pendant le confinement. Et là, ben, on voit dans ces scénarios-là, ben, dans le premier scénario où Alors, juste une petite précision, c'est qu'en fait, j'ai observé que c'était indépendant de la taille de la période. Bon, à la condition de ne pas l'exagérer non plus, mais que je déconfine un jour sur 2, ou 2 jours sur 4, ou 3 jours sur 6, c'est à peu près pareil. Alors, là, c'est un déconfinement assez contrôlé. Ce qui est en rouge, pardon, moi j'ai la souris. Donc, ce qui est en rouge, si le déconfinement est assez est contrôlé, enfin, est accompagné de mesures fortes, bon, c'est presque pareil que le confinement. Le confinement, c'est ce qui est en vert foncé. Par contre, si le déconfinement n'est pas bien fait, les jours de déconfinement, si ce n'est pas avec des mesures fortes, ben, ça monte très vite. Ça monte, ben, par exemple, on passe de nombre enfin, à long terme, ici vers ici, presque, enfin, d'ici mars prochain, par exemple, on pourrait atteindre 50 000 décès. Et alors, on le voit mieux avec le nombre de décès quotidiens. Ben, ici, ou pareil, bon, le nombre de décès quotidiens, ça oscille beaucoup, c'est pour ça que ça donne cette figure, mais en fait, ça continue de décroître, même en déconfinant un jour sur deux, mais avec des mesures assez fortes. Mais si les mesures ne sont pas assez fortes, ben ça ressemble à un petit rebond, un petit pic de l'épidémie, et ce pic peut s'amplifier encore si on allège les mesures. Voilà. Et on constate la même chose avec le nombre de places occupées en réanimation ou en cas actif, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un pic de l'épidémie. Alors, j'essaie de trouver un critère un tout petit peu sur le déconfinement, sur la qualité du déconfinement pour que ça marche, un déconfinement périodique comme ça. Alors, en fait, j'ai conjecturé qu'il y a un C moyen, enfin, un taux de reproduction moyen entre les périodes confinées et déconfinées qui doit être inférieur à 1. Alors, pour accélérer un tout petit peu les choses, j'ai présupposé qu'il était plutôt, puisque les périodes sont égales, qu'il n'est pas loin de la moyenne arithmétique des deux. C'est peut-être la moyenne arithmétique même, mais en tout cas, il n'est pas moyen de la moyenne. C'est une moyenne entre les deux, mais il faut que je trouve sa formule. Mais en tout cas, je suis présupposé, j'ai conjecturé que ce n'est pas approximativement la moyenne arithmétique entre les deux. Alors, il faudrait que cette moyenne-là soit inférieure à 1, ce qui me donne une contrainte sur la période de déconfinement. Il faudrait qu'il soit inférieur à 2 moins le C en confinement. Mais le C en confinement, c'est 0,83 à peu près. Donc, il ne faut pas que en déconfinement soit supérieur à 1,2. C'est-à-dire, il ne faut pas déconfiner trop fort si on utilise une stratégie comme ça. Ensuite, les stratégies d'après, c'est des déconfinements par des jours programmés. C'est-à-dire, on choisit certains jours de la semaine, on déconfine, et d'autres, on confine. L'avantage de ça, c'est qu'on peut choisir, par exemple, 2 jours par semaine de déconfinement et 5 jours de confinement. On peut choisir 4 jours de déconfinement et 3 jours de confinement. D'accord? Donc, il y a plusieurs scénarios selon le nombre de jours de déconfinement. Hein. Ok, tu peux passer, Yvan. Alors, là, sur la courbe, on voit, si je commence par la petite courbe noire en bas, bah, ça, c'est un jour de déconfinement par semaine. Ensuite, en vert, c'est 2 jours de déconfinement par semaine. Là, jusque-là, en rouge ici, juste au-dessus, c'est 3 jours de déconfinement par semaine. Par contre, si je commence à augmenter le nombre de jours de déconfinement par semaine, comme c'est ce qui est en bleu, bah là, on sent que l'épidémie s'amplifie, il va y avoir un pic de l'épidémie. Et alors, si on déconfine 5 jours par semaine, là, elle s'amplifie considérablement. Autrement dit, qu'un déconfinement par nombre de jours par semaine,
il faut, il faut, enfin, on ne peut pas déconfiner toute la semaine, on ne peut pas déconfiner, enfin, il faut qu'il soit calculé. Je vais montrer un petit peu comment. Alors, tu peux passer, Yvon. C'est pareil, ça confirme un tout petit peu la même chose que je disais avec courbes-là. Alors, pareil, ici aussi, j'ai essayé de trouver une règle un peu pour savoir combien de jours par semaine déconfiné. Alors, j'ai supposé aussi que c'était un taux de reproduction moyen entre les jours confinés et déconfinés qui rentre en jeu. Et j'ai présupposé, je ne l'ai pas démontré, que ce taux de reproduction moyen, c'est une moyenne pondérée des taux de reproduction en période de déconfinement et de taux de reproduction en période de confinement. Alors, K ici, c'est le nombre de jours de déconfinement et D-K, c'est le nombre de pardon, K, c'est le nombre de jours de déconfinement et D-K, c'est le nombre de jours de confinement. Voilà. Et D, c'est la période. Ici, c'est sur 7 jours, mais ça peut être un mois, mais j'ai fait sur 7 jours. Et ça me donne un nombre de jours de déconfinement qui est une règle qui s'applique. Il faut que je mesure à chaque fois ça et je regarde si je suis bon. C'est bon, tu peux passer, Yvon. Alors maintenant, j'arrive à la stratégie zigzag. Alors en fait, cette stratégie, c'est tout simplement, j'ai classifié par le taux de reproduction journalier, comment dire, 4 régimes d'intervention. Et ces régimes-là sont, enfin, j'ai préféré les regarder comme des voies, les voies d'une autoroute. Ça va paraître une image très, très, très facile à comprendre. Donc, il y a la voie drastique, on va dire que c'est la voie de droite. La voie drastique, c'est le taux de reproduction inférieur ou égal à 1. Il y a une voie semi-drastique, c'est le taux de reproduction entre 1 et 1,2. C'est-à-dire que c'est des mesures fortes, pas drastiques, mais des mesures fortes pour contrer la circulation du virus sur cette voie-là. Le virus circule, mais circule à une certaine vitesse. Je pense que ça correspond en gros à la fermeture des écoles, etc. Il y a la voie intermédiaire où le taux de reproduction journalier est entre 1,2 et 2. Donc, c'est un peu la voie de prudence. C'est la période qui précédait un peu le confinement en France, quand les gens devenaient un peu méfiants vis-à-vis du virus, quand on a commencé un tout petit peu à mettre du gel dans les mains, etc. Mais on n'a pas encore fermé les écoles. Et puis, il y a la période relâchée, c'est celle de la vie ordinaire avant l'arrivée du virus, et qui est bien sûr très favorable à la circulation du virus. Donc, si tu peux passer, Yvon. Alors, j'ai représenté ça en 4 voies comme ça, d'accord. On bascule d'une voie à l'autre en rajoutant des mesures drastiques. Alors, ici, si on n'emprunte pas la voie drastique, c'est impossible de contrôler l'épidémie dans les circonstances actuelles. C'est-à-dire, la voie drastique, c'est la seule qui permet de contrôler l'épidémie. Et la voie relâchée, c'est la voie interdite. On n'a pas le droit de la prendre, tout simplement. Donc, en fait, vas-y, Yvon, tu peux avancer. Je les ai montrés ces voies-là sur les 3 pays. Vous voyez bien qu'on était un petit peu en début d'épidémie, on était sur la voie relâchée, puis on descend directement, c'est comme une voiture, elle descendait directement sur la voie de droite. La France, l'Italie, l'Algérie, l'Espagne, tout le monde est passé sur la voie de droite. Pourquoi? Enfin, la voie du confinement. D'accord? Et on n'est pas très loin de la frontière de contrôle de l'épidémie, c'est-à-dire de 1. Il ne faut pas penser qu'on est au plus bas. On est vraiment très près. On est en train de rouler sur la gauche de la voie de droite, en quelque sorte. Alors, voilà. Donc, une stratégie de déconfinement ne peut pas exclure la voie de droite, la voie drastique, c'est-à-dire la voie de confinement ou de mesures équivalentes au confinement, parce que sinon, elle conduit à un rebond de l'épidémie. Les 3 autres voies sont des voies de circulation du virus à certaines vitesses, mais sont toutes favorables à l'amplification du virus, de l'épidémie. Tu peux passer, Yvon, si tu veux, puisque j'essaie de respecter le temps. Alors voilà, donc du coup, la stratégie zigzag, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est déconfiner, en fait, ce que je propose. C'est déconfiner, commencer par un déconfinement de maximum 3 jours par semaine, 2 jours ou 3 jours par semaine. Et ensuite, mesurer le taux d'impact de reproduction journalier pour estimer le taux de reproduction pendant les jours de déconfinement surtout. Pendant les jours de confinement, on le sait à peu près. Mais maintenant, quand on déconfine, quel est le taux de reproduction journalier pendant ces jours-là? Et ça, on peut l'estimer. Alors, une fois qu'on l'a estimé, on regarde cette règle que j'avais déduite tout à l'heure. Si le nombre de jours de déconfinement par semaine respecte cette règle-là, ici, c'est celui-là, le C déconfinement, c'est celui qu'on vient de calculer, ça veut dire que c'est bon. On regarde si on augmente, si ça continue d'être respecté, on peut augmenter d'un jour. Sinon, on reste à ce nombre de jours. Et vas-y, Yvon. Et en fait, je l'ai représenté ici. En fait, on peut aller on est sur la voie de droite, la voie drastique. En gros, on change de voie. On peut changer 2 fois par semaine. Ici, c'était lundi et jeudi. On change de voie. On peut aller jusqu'à la voie intermédiaire, en fait. Par 2 jours par semaine, on peut aller jusqu'à la voie
intermédiaire. Mais on revient aux voies drastiques. Voilà. Alors, si on peut aussi, dans les phases intermédiaires, pas en début de la stratégie, mais pas à la fin non plus, parce que ce n'est pas le but de rester dans le confinement, au milieu de la stratégie, on peut à un moment basculer en confinement, déconfinement périodique. Mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit à la voie intermédiaire, parce que c'est 3 jours et demi par semaine en quelque sorte. On n'a pas le droit à la voie intermédiaire. Il ne reste plus que 2 voies. Il faut zigzaguer entre la première voie et la deuxième voie. D'accord. Donc la stratégie zigzag un peu, c'est un peu comme une voiture en quelque sorte. Vous avez une voie, vous roulez très très lentement et la voie de droite et la deuxième voie. Donc vous zigzaguez entre les deux pour avancer, mais vous n'avez pas le droit de quitter la première voie définitivement. Si vous la quittez définitivement, ben, l'épidémie s'amplifiera. Donc, ce n'est pas une stratégie de minitude de groupe. Hein. Pourquoi en fait, les scénarios que j'avais démontrés avant, ben, le temps pressait un peu, mais les scénarios que j'avais montrés avant montrent qu'on ne peut pas dépasser 10% de taux d'infection avec le modèle que. Donc, le taux d'infection à l'horizon, c'est 10% de la population. Cette stratégie peut être adaptée au niveau local. Alors, il n'y a pas obligation de l'appliquer au niveau national. On peut l'appliquer à un niveau local, régional ou national. Le taux de reproduction journalier, si on a des tests aléatoires, ben ça permettra certainement de le calculer de façon quotidienne, tous les jours. Et puis, c'est très simple à mettre en place. Enfin, pour moi, elle est très simple à comprendre. Et donc, c'est une stratégie qui permet de déconfiner de manière graduelle, c'est-à-dire à chaque fois rajouter 1 jour ou 2 par semaine jusqu'à parvenir à 16 sur 7 semaines de déconfinement. Voilà, j'ai terminé. Très bien, merci, merci Tahar pour cet exposé. Désolé des petits problèmes techniques, mais ça s'est très bien passé. Donc, effectivement, c'est une modélisation et une approche qu'on n'avait pas encore vue. Donc, je pense que ça va susciter des questions. Moi, j'aime bien l'histoire de l'explication à la population du fait que le nombre de jours où vous resterez confiné va dépendre un petit peu de la façon dont vous vous comportez en déconfinement. Et que la valeur du déconfinement va être mesurée selon les attitudes de chacun. C'est exactement ça, c'est vrai. Très bien. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de lever la main, comme ça je vous passe la main. Alors moi, en attendant que ça arrive, j'ai une petite question. Comment tu penses, combien de temps ça prend pour évaluer ces constantes qui mesurent le déconfinement, En fait, ça dit, en fait, la formule, c'est celle, elle est sur les transparences, c'est celle avec le taux d'infection dans la population. Oui. Donc, dès qu'on a des taux d'infection qui sont, enfin, on peut la calculer directement avec le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes, donc de manière quotidienne, en fait. On le calcule de façon quotidienne, tout simplement. Moi, je le calculais avec la mortalité, je le calculais de manière quotidienne. C'est juste qu'avec la mortalité, je le calcule avec du retard. Oui, avec la mortalité, tu as 7 jours de retard. Avec l'entrée dans les hôpitaux, tu as 2 jours de retard, c'est ça? Si en fait, on peut utiliser avec la mortalité, avec le nombre de réanimations. Enfin, je voulais proposer un modèle spécifiquement réanimation, mais je n'ai pas eu le temps. Mais l'idéal, c'est de le faire avec l'infection. L'infection, c'est vraiment du jour au lendemain, avec le nombre de personnes confirmées. Ok, donc ça fait quand même 2-3 jours de retard parce que les gens sont infectieux 2 jours avant d'avoir des signes. Et donc, si tu confines totalement et que tu relâches, on ne verra l'effet de ça que Voilà. 2 jours pour être. Sauf si tu pratiques des tests aléatoires systématiquement, mais bon, Ouais. mais je pense que tu as quand même 2-3 jours de retard en effet, parce qu'il faut que la charge virale soit détectable, je suppose. Mais bon, ce genre de décision ne se prend pas tous les jours de toute manière. Donc, ce sont des décisions au minimum. On ne prend pas une décision tous les jours de confiner ou déconfiner. Je veux dire, c'est soit tous les 15 jours, soit toutes les semaines. Actuellement, c'est tous les mois, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça. Mais là, tu proposes d'avoir quelque chose de périodique et de réévaluer à une fréquence un petit peu plus rapide. Voilà, avec un thermomètre, c'est ce taux de reproduction journalier. Tu évalues ça et puis tu regardes s'il faut déconfiner plus ou pas. Très bien. Pas de questions? Tout a été clair?
Est-ce que tu as regardé le lien avec les modèles classiques de type SIR parce que donc Alors, le 1 moins I sur P, bah, ça fait P moins I sur P, donc ça fait S sur P, grosso modo. Donc ça, c'est... Ça, j'ai pas travaillé avec les modèles classiques, mais j'ai regardé évidemment, sachant qu'avec les contraintes de temps qu'on a et tous, il fallait faire un choix entre lire tout ce qui existe ou faire quelque chose. Mais en tout cas, j'ai regardé par exemple, le taux de reproduction journalier, là, en fait, dans la modélisation, c'est le taux, c'est le nombre c'est le produit, en fait, de la probabilité de transmission moyenne, en quelque sorte, fois le nombre de contacts jour n, fois la longueur la longueur de la période de contagion. Donc, c'est vraiment des formules qui sont très proches de celles des taux de reproduction Mhm. tel qu'il est défini par les épidémiologues. Mais par contre, si j'ai regardé pour le modèle CIR, pour moi, le modèle CIR, en fait, j'ai pas suivi tout ce qui a été fait, donc je dis ça entre parenthèses en espérant avec ces personnes. C'est juste que si enfin, il y a les sains, les infectés et les rétablis, ben, enfin, tous les trois, on n'a pas des chiffres, on n'a pas des chiffres de fiables encore dessus, de mesurer. Ouais. Donc ça me paraissait une difficulté. Enfin, j'ai trouvé que la mortalité était négligée. Bien sûr, il y a CIR avec mortalité, etc. Donc, moi, l'idée de départ, c'est de partir sur un modèle plutôt de mortalité parce que c'est la mortalité qui est la plus, enfin, dont les chiffres sont les plus disponibles. Voilà. Mais j'ai regardé un peu ce qui se faisait en effet avec CIR, même CIR structuré en âge, etc. Mais bon, pas. Je pense que le modèle est structurable en âge. Il y a un collègue à Versailles, Alexis Duvulder, qui a, enfin, qui m'a parlé d'un modèle qu'il est en train d'utiliser. Mais lui, c'est un collègue probabiliste. Et donc, il m'a dit que quand il appliquait l'espérance, enfin, il a lu l'article vraiment en détail, il m'a fait un grand nombre de remarques. Mais il m'a dit que quand il passait à la moyenne, enfin, quand il prenait l'espérance de son modèle, il tombait sur un modèle qui était très, très proche du mien. Donc, on doit se rapprocher pour travailler ensemble. On a prévu ça, mais on n'a pas encore. D'accord. J'ai encore une question, parce que donc, tout le monde reste muet là pour le moment. J'ai encore une question au niveau donc, de ton transparent, là où au début, où tu as regardé les coefficients de transmission selon les pays, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne et l'Algérie, qui avaient de façon étonnante les mêmes valeurs de coefficients, ce qui était quand même assez impressionnant. Et je pense que c'est une des forces de ton modèle d'avoir cette cohérence entre les valeurs. Et puis, hop, l'Angleterre qui est totalement à côté là. L'Angleterre, peut-être pas totalement, l'Angleterre et la Corée du Sud, c'est vraiment différent. C'est dommage que j'ai oublié de mettre Tu n'as pas mis la Corée, donc là je la vois que Corée du Sud. l'Angleterre. Comment tu interprètes le fait que c'est totalement différent? Pour l'Angleterre, je ne te cache pas que je n'ai pas très bien suivi la politique intérieure pratiquée pour contrer l'épidémie. Mais par contre, pour la Corée du Sud a pratiqué une politique d'isolement non seulement bien sûr des personnes infectées, mais des contacts de ces personnes infectées. Et donc, je pense que elle a dû, enfin, les interventions faites par la Corée du Sud ont dû euh, abréger peut-être les périodes de contagion, baisser les. En fait, dans la Corée du Sud, on a l'impression que les personnes sont plus contagieuses au bout de 6 jours après les symptômes à peu près. Mhm. Ce qui laisse penser qu'il y a une action qui est. Enfin, le maximum est. Pour les autres pays, c'est décroissant. Enfin, on est contagieux à l'apparition du symptôme à peu près, ou enfin juste avant. Et ça décroît, la charge virale décroît. Par contre, pour la Corée du Sud, on a l'impression que c'est au milieu que les personnes sont les plus contagieuses. Donc, je pense que leur politique d'isolement, peut-être pendant 7 jours ou des choses comme ça, n'était pas parfaite, mais que les gens continuaient un petit peu à contaminer, mais pas significativement, puisqu'in fine, ils ont contrôlé l'épidémie. C'est en effet une question. Il y a aussi des éléments dont je n'ai pas pris compte et qui peut-être dans le confinement, je pense, quand une personne est confinée, bien évidemment, elle n'a des contacts qu'avec les mêmes contacts, les mêmes personnes, si on oublie enfin, si on suppose qu'elle ne sort pas. Et donc, le confinement pourrait avoir un autre effet d'accélération d'endiguement de l'épidémie. Enfin, normalement, je pense que le confinement, s'il dure longtemps, il devient
très, très efficace, évidemment, au bout d'un moment. Oui, bien sûr. Ouais. Ça accélère son efficacité, voilà. Léo, tu avais une question? Oui, merci bien pour cet exposé très clair. Dans le cadre d'un dépistage massif, comme il semble se passer maintenant à Wuhan, quels seraient comment ton modèle s'adapterait? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ben, dans le cadre d'un dépistage massif, ben, je passe au modèle infection. C'est juste au lieu d'utiliser les chiffres sur la mortalité, j'utiliserai les chiffres sur le nombre de personnes infectées. En fait, l'idéal, c'est de trouver plutôt le taux d'infection, c'est-à-dire divisé par le, enfin, le taux. Par exemple, si on a testé 1000 personnes et qu'on a trouvé 100 personnes, eh ben, ça sera un taux de 10%, de 0,1. Mais je peux l'utiliser directement avec l'infection. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup numériquement. Pourquoi? Par une raison simple, c'est que jusqu'à récemment, les chiffres sur les infections, je savais très bien qu'elles étaient partielles parce que si vous appelez le 15 pour dire que vous avez des symptômes de Covid, on vous dira si vous allez bien, si ça va, si c'est pas trop sévère. Si vous dites non, ça va, on vous demande de rester chez vous. Donc, on vous dépistera, enfin, on fera même pas de dépistage. Au début d'épidémie, c'était un peu comme ça. C'était important de dépister les personnes qui ont des symptômes graves. Je comprends, hein, c'était nécessaire de faire comme ça. Mais pas tout le monde était dépisté. Les personnes qui étaient dépistées, c'était les personnes qui présentaient des symptômes assez sévères. Donc, on peut basculer en infection-infection. Le modèle continuera de fonctionner. Pas d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, deux types de populations par exemple, il y a des gens qui peuvent être déconfinés un jour, mais qui sont confinés pendant que les autres sont confinés, et on alterne comme ça la moitié de la population. Peut-être un peu ce qui est en train de se faire actuellement. Moi, j'ai l'impression, hein, je n'ai pas très très bien disséqué le déconfinement actuel, mais j'ai cru comprendre que c'est plutôt comment dire, il ne faut pas que toutes les régions soient au rouge au même temps, quoi. C'est un jeu de feu, certains vont passer au rouge, d'autres vont repasser au vert, etc. Donc, ou alors, si, dans le meilleur des cas, c'est que l'épidémie disparaisse. C'est peut-être un déconfinement enfin alterné. Je n'ai pas étudié les effets, mais je ne sais pas. Oui, là c'est alterné en région, hein, un petit Et peu. alterné en région, voilà. Oui. Moi, je disais, dans une ville, c'est comme Oui, comme les voitures qui ont un numéro pair et celles qui ont un numéro impair, par exemple. Ben, oui, je pense que c'est un peu pareil que de déconfiner un jour sur deux. Je pense que c'est un peu, par exemple, si tu autorises la moitié de la population de sortir, enfin, chacun a le droit de sortir un jour sur deux, par exemple, mais l'économie, enfin, on n'est jamais tous confinés en même temps. Ben, je pense que ça revient à confiner tout le monde un jour sur deux. Mais c'est pas sûr parce que il faut calculer en fait le CN. Enfin, ça revient à mettre ça, oui. C'est un peu compliqué à mettre en place quand même. Ouais. C'est pas sûr. Alors, une dernière question de mon côté. Tu avais rajouté la contrainte là, que MUI devait être supérieure à la MUI-1 plus MUI+1 sur 2. Là. Ça, c'est raisonnable. Ça régularise, bien évidemment. Mais c'est raisonnable de demander une sorte de convexité. Donc. En fait, si je l'ai enlevé, enfin, j'ai testé sans cette contrainte et souvent je parviens sur les mêmes résultats. Mais il y a un cas où, en fait, c'est juste parce que j'ai regardé un tout petit peu des articles de médecins, enfin de chercheurs en médecine, Ouais. notamment sur la courbe de la charge virale pendant la période de contagion. Et cette charge virale semble un tout petit peu, bon, c'est toujours à prendre, enfin, il faut lire pas mal, enfin, je veux dire, il faut attendre un petit peu pour que ça soit bien établi, mais en gros, soit ça monte un tout petit peu, enfin, c'est surtout très fort en début de période symptomatique, ça monte un tout petit peu et ça descend. Et ça, c'est un profil plutôt convexe. Moi, je voulais pas des probabilités de transmission qui n'étaient pas logiques, quoi. C'est-à-dire que, mais en fait, quand on enlève cette contrainte, on tombe souvent sur des probabilités de transmission, enfin des coefficients de transmission, pardon, qui sont décroissants, ce qui laisse penser qu'on est vraiment plus contagieux au début. Très bien.
Eh ben, merci beaucoup, Tahar, pour cet élément. Je trouve c'est vraiment très riche et je suis quand même épaté par l'homogénéité des résultats qu'il y a de pays en pays. Donc, il y a vraiment des choses à comprendre en plus. Et ce modèle, à mon avis, apporte quand même pas mal d'éléments nouveaux. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup à tous. Et donc, le prochain exposé sera donné par Jacques de Mongeau et ce sera lundi matin. Je vais vous envoyer les informations très vite maintenant. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.